Merci au Matec de m'avoir invité de présenter cette observation exceptionnelle, un peu rare, vous allez voir. Donc le titre est très comme ça alléchant, mais il s'agit vraiment d'une seule histoire, mais qui est quand même exceptionnelle, comme vous allez voir. Donc voilà. Alors c'est une jeune fille, hein, elle n'a pas d'antécédent particulier. Et puis en 2015, elle est fatiguée, très fatiguée. Elle vomit, elle n'arrive pas à manger, elle perd du poids, elle a un syndrome inflammatoire. Donc elle va à des médecins, des gastro-entérologues, lui font une colo, des fibroscopies, tout ça, ça va bien. Et puis finalement, un collègue interniste lui fait un angioscanner et il montre un aspect donc d'épaississement inflammatoire des artères, hein, donc des troncs supraortiques au niveau des TSA, de la sous-clavière. Et donc, du coup, elle est adressée à un confrère qui évoque donc, la maladie de Takahashi. Donc, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, des vasculaires des gros vaisseaux donc, qui touchent l'inflammation de l'aorte. Il y a globalement la maladie d'Orton, pour simplifier évidemment. Donc, c'est un sujet de plus de 65 ans. Et puis, chez le sujet jeune, c'est la maladie de Takahashi. Donc les collègues la traitent par des bolus de solumédrol, corticothérapie 1 mg, et puis très rapidement, on n'arrive pas à baisser la cortisone, elle est obligée de rester à 45 mg pendant plusieurs semaines. Et donc elle nous est adressée pour l'inclusion dans un essai clinique qui s'est terminé récemment, qui est le Tocitaca, l'inclusion, donc globalement l'association au tocilizumab, un anti-L6 récepteur dans ce contexte. C'est un échec complet du tocilizumab, en tout cas, il persiste le syndrome inflammatoire, il persiste la claudication du bras, il persiste le syndrome inflammatoire. Donc on la switch rapidement sur une autre biothérapie associée à un DMARD, donc le méthotrexate à forte dose, en tout cas à une bonne dose pour cette jeune fille d'une soixantaine de kilos. Et on a initialement une très bonne efficacité. Donc par la suite, malheureusement, s'installe un échappement associé à des anticorps anti-infliximab, malgré la présence du méthotrexate qui normalement devrait éviter ça. Et donc elle est switchée par Humira, associée toujours au méthotrexate, qui ne fonctionne absolument pas pendant 3 à 6 mois. Et puis finalement au Cellcept à très forte dose, à 3 grammes, avec une AUC très correcte, une prise donc très bonne prise, mais pareil, 3 à 6 mois de Cellcept, absolument aucune efficacité, à la fois sur la clinique, elle a donc des douleurs carotidiennes, elle a un bras qu'elle a du mal à lever, elle a un gros syndrome inflammatoire qui persiste, elle a toujours une corticothérapie qui oscille entre 20 et 40 mg parce que c'est la seule façon d'équilibrer plus ou moins la maladie. Et puis elle est switchée pour la dernière fois au tacrolimus. Et avant de discuter évidemment l'endoxan, on se dit, elle est jeune, peut-être pour peut-être faire entre parenthèses d'une pierre deux coups et tenter discuter en tout cas l'autogreffe. D'autant plus en fait c'est cette jeune fille finalement, je lui avais parlé ça de très très brièvement en parlant d'une autre maladie sclérodermite, et puis finalement elle a dit vous savez mon père a été autogreffé, moi je pense que c'est la bonne solution. C'est impressionnant comme des fois les patients sont des fois voilà peuvent éventuellement guider une solution. Donc je l'ai suivi, hein, puis j'ai un peu suivi aussi moi, et puis j'ai dit écoutez, on va présenter votre dossier à la RCP nationale, et puis les collègues qui ont beaucoup plus l'habitude que moi j'ai pas beaucoup l'habitude de l'autogreffe pour l'instant dans les maladies auto-immunes, sauf quelques exceptions, verront ce qu'ils en pensent. On avait donc présenté à plusieurs reprises avec des discussions tous ensemble, et je remercie évidemment le Matec pour le soutien, Dominique Farge, et puis évidemment Zora Marjanovic, et donc finalement on a dit oui, c'est peut-être une solution possible pour elle. Elle est quand même un multiple immunosuppresseur et biothérapie. On est un échec tout à fait évident. Et donc finalement, il y a eu l'accord de l'autogreffe. Donc voilà le conditionnement qui a été effectué. Finalement, donc, ça s'est passé pas trop mal. Elle a eu un épisode, c'est habituel, je crois, de fièvre frisson, sans documentation bactériologique. Elle a été mise sous tazoamiclin. On a été amené jusqu'à mettre un peu d'apto pour un staff. Mais globalement, au bout de 15 jours, elle est sortie de l'hôpital sans aucune difficulté, sous 10 mg de cortisone. Alors, fait marquant donc, on est pour l'instant à une évolution à peu près à 7 mois, 7 à 8 mois. Fait quand même marquant, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, elle ne se plaint de rien, ce qui est extraordinaire parce que ça fait quand même plus de 3 ans qu'en tout cas, elle avait des douleurs quotidiennes, carotidiennes, elle n'arrivait pas à augmenter, enfin, en tout cas, à lever son bras avec une claudication très importante. Et puis, la CRP est strictement normale. Vous voyez, 1 mg versus 78 avant l'autogreffe, et ça se persiste, en tout cas là, au dernier contrôle, à peu près à 7 ou 8 mois. Elle n'a fait aucun épisode infectieux depuis, globalement, sa sortie de l'hôpital de l'aplasie. Et puis, d'elle-même, j'avais proposé plutôt rester entre 5 et 10, mais elle a dit non, je vais mettre plutôt 2,5. Donc elle a 2,5 de cortisone. Donc, et puis ça se passe très bien. Elle a évidemment son traitement habituel pendant un an, Bactrim, Zétrix, etc. Et puis je vais vous montrer les imageries
pour l'instant, qui ne montrent pas encore d'amélioration. Alors, on va voir les quelques cas de la littérature. Vous avez ici les IRM, où vous voyez les sténoses très, très importantes, évidemment, qui expliquent qu'elles sont inflammatoires, donc elles expliquent les douleurs qu'elles présentent en regard. Vous voyez que l'évolution à M3 et M6 est absolument tout à fait stable. Il n'y a aucune amélioration pour le moment. Ici également sur le TEP scan, vous voyez cette fixation de l'aorte thoracique ascendante et descendante très très importante, également ici sur ces sous-clavières. Voilà donc le contrôle avant. Vous voyez ici on voit par ailleurs l'aortite, cette inflammation très importante de l'aorte ascendante et descendante. Et vous avez globalement ici en septembre, on l'a pas refait un M6 parce que bon, elle est jeune et on fera plutôt un M12. Vous voyez que pour le moment il y a quand même une persistance d'une fixation, en tout cas du FDG très importante, et elle a diminué d'à peu près 40% par rapport au départ, mais elle est quand même toujours persistante, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Alors, qu'y a-t-il dans la littérature? Parce que ça a été probablement quand même un peu osé. Il y a un cas, celui-là, femme de 41 ans, beaucoup de traitements, endoxampéros, méthotrexate, Celcept, chlorambucil. Ça, c'est un vieux cas, donc à l'époque, probablement les collègues ont utilisé ça. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à faire ça aujourd'hui. Donc, décision d'autogreffe à l'époque. Elle a fait par ailleurs pareil, au moment de l'induction, un peu de fièvre, et puis quand même une aménorrhée persistante, à la différence de notre patiente. Et elle est en rémission complète, en tout cas dans le papier décrit, avec à peu près 2 ans de recul, sans aucun traitement d'entretien, clinique et biologique. Et vous voyez ici l'amélioration, par contre, la sténose initiale, et puis l'amélioration de l'imagerie, qui est évidemment l'élément vraiment le plus important dans ce papier. Deuxième cas, et après, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, c'est une jeune fille de 33 ans. Malheureusement, elle a une histoire sévère. À 10 ans, elle a un lymphome, elle est traitée, elle développe un syndrome myélodysplasique donc secondaire. Il y a une découverte de Takahashi un peu probablement fortuite. Elle a quelques petites douleurs, mais surtout sur le bilan pré-autogreffe, on trouve tout simplement de l'inflammation sur l'imagerie au scanner. Donc elle n'a pas de donneur, donc c'est des cellules souches de cordon. Et puis voilà le traitement d'induction que personnellement je ne maîtrise pas beaucoup. Elle sort sous tacrolimus et méthotrexate, c'est un cas japonais. Et puis finalement, tout est arrêté en 9 mois. Et elle a rémission clinique et biologique. Et vous voyez ici, par contre, ce qu'on aurait beaucoup voulu pour notre patiente, mais on n'a pas encore, sachant que c'est à 3 ans quand même, l'imagerie, vous voyez une normalisation complète. Ça, c'est évidemment extraordinaire. Si ça pouvait arriver, on serait très content. Et puis, dans cette série publiée, une observation de maladie de Takahashi, cette fois-ci, il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas que des belles histoires probablement, et il y a une progression artérielle malgré l'autogreffe, en tout cas de ce que j'ai retrouvé dans le papier, où évidemment c'est très peu décrit. Alors, merci beaucoup à l'EBMT qui a donc permis de sortir ces chiffres des autogreffes dans les vascularites. Donc, vous avez vu tout à l'heure sur la sclérodermie avec Grégoire. Et puis là, les vascularites, évidemment, ça se greffe quand même très peu. Globalement, c'est maladie de Wegener, B7, comme vous pouvez voir. Ici, principalement, j'ai regardé les dossiers, c'est de la cryoglobuline. Quelques vascularites en cas avec le Wegener et les Shorg. Et puis, 2 cas de maladie de Takahashi, dont je n'ai pas encore les données, mais évidemment, l'idée, c'est quand même de rassembler toutes ces observations, aussi peu qu'il y en ait. Et puis surtout, bien sûr, avoir le recul avec notre patiente en espérant que la rémission se confirme. Merci beaucoup.